Il y a un quartier dans la ville de Guangzhou dont personne ne parle en France, alors que c'est l'un des plus fascinants de la ville. Dongshankou, c'est un mélange improbable, des villas centenaires inspirées de l'architecture occidentale, des rues où une partie de l'histoire révolutionnaire chinoise s'est écrite, et aujourd'hui un écosystème de la mode qui n'a absolument rien à envier aux grandes scènes fashion internationales. Ce qui frappe quand tu arrives ici, c'est le décalage total avec le Guangzhou des gratte-ciel et des endroits futuristes. Tu passes une rue et tu te retrouves dans un quartier qui te dépaysage instantanément. Alors aujourd'hui, je vous emmène découvrir un quartier qui raconte à lui seul une autre facette de la Chine. Je propose qu'en vrai on aille là-bas et qu'on explore tout simplement. Vous connaissez, exploration toujours. C'est un peu une rue avec des magasins un peu branchés mode, marques indépendantes, streetwear et tout ça. En vrai là ça m'intéresse beaucoup. Attendez, juste avant on va aller voir la carte. Il y a une carte de Dongshankou du coup. Ah ouais, c'est énorme, hein. Le quartier il est énorme. Du coup on est à peu près là. Et là on peut voir, regardez, il y a du Kangol, Undefeated, ça je crois que ça me dit un truc. Il y a des cafés, des trucs d'art. C'est un petit quartier branché aujourd'hui, hein. Loin de l'époque où c'était un quartier de petits bourgeois et c'était un quartier de révolutionnaires aussi. Ce coin de Guangzhou, aujourd'hui branché et rempli de boutiques de créateurs, a toujours été un quartier en avance sur son temps. Au début du XXe siècle, Dongshankou c'était presque rien. Une zone boisée, un peu isolée à l'est de la ville. Quand la ville a commencé à autoriser de manière très encadrée les missionnaires étrangers à acheter du terrain hors des concessions, les protestants américains ont sauté sur l'occasion. Dès 1907, ils installent ici une église, qu'on verra après, des écoles, un hôpital, un orphelinat. Et ça attire rapidement du monde, grâce à ces infrastructures et parce que le quartier offrait un air un peu plus pur et un mode de vie plus moderne, des familles chinoises aisées commencent à s'installer dans ces villas au style occidental. Dongshankou devient un micro-milieu éduqué, international et surtout très politisé. Dans les années 1920, la Chine traverse une période explosive. L'empire Qing vient de s'effondrer. Sun Yat-sen tente de construire une république et les mouvements révolutionnaires se multiplient. Et Dongshankou devient un des centres nerveux de cette effervescence. 1923, c'est ici que se tient le 3e congrès national du Parti communiste chinois. À l'époque, le parti est encore minuscule et allié à Sun Yat-sen, et un certain Mao Zedong, encore totalement inconnu, est d'ailleurs présent ici. Les leaders de toute une génération de révolutionnaires se réunissent dans une villa du quartier pour réfléchir à la Chine de demain. C'est fou quand on y pense. Dans les rues aujourd'hui, t'as du streetwear, des petits cafés arty, des musées, et avant, c'était ici que Mao Zedong, Sun Yat-sen et la jeunesse révolutionnaire chinoise sont passés. Dongshankou, c'est pas juste joli, c'est un morceau d'histoire chinoise. Je pense qu'en vrai on aille un peu dans les boutiques, on aille check si les vêtements ils sont chers, est-ce qu'ils sont beaux, tout ça là. Ça a l'air vraiment un peu streetwear. Celui-là est pas mal, hein. Ça c'est à peu près 50 balles, en vrai du coup les prix ouais sont vraiment pas très chers. Alors là ça s'appelle Lao Street Park. Ah ouais là c'est en mode vraiment graffiti, tout ça sur 2 étages. Je pense 70 balles à peu près. Et même un niveau son, là, niveau ambiance, là, ils ont mis du TI. Donc ouais, là, on est vraiment déliré un peu state, hein. Le com des garçons, mais leader price. Putain, les Mickey, ça rappelle une sombre époque, hein. 5 balles à peu près, le Bob. Ah, c'est vraiment pas cher, hein. Vraiment quand même. Les boutiques à Paris, ici, les trucs comme ça, c'est du 100 balles, 200 balles. Il y a encore un étage, Graffiti Space. Oh, les scammers, ouais, c'est juste la boutique, là. Putain, c'était marqué Graffiti Space, je me suis dit ça se trouve il y a un truc pour faire du graffiti. Il y a un espèce de photomaton. Tu sais comme en Corée, au Japon, tout ça, ils aiment trop les trucs comme ça aussi. En mode tu peux mettre des accessoires et tout ça. D'ailleurs là il y a des exemples hein, de ce qu'ils font un peu. Ah j'ai envie de rester juste pour la musique, ça y est. Non, Wiz Khalifa Prime c'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose. Si vous êtes de la culture aussi, hein, dites-moi, vous mettez combien Wiz Khalifa Prime? Top combien? En tout cas regardez les bâtiments. C'est un peu l'influence du coup de missionnaires chrétiens pendant le XXe siècle. En fait, c'est un mix un peu entre la culture chinoise et l'Occident. Là, vraiment, je sais pas pourquoi, quand je regarde les bâtiments, ça me rappelle un peu l'Espagne, je sais pas pourquoi. Bon, prochaine boutique. Et là, voilà, le délire pareil, un peu streetwear. On va regarder un t-shirt Sid Vicious. Là, c'est un peu plus en mode grunge, rockstar un peu. Bon, il y a quand même des trucs sport un peu. Il y a des skinny jeans là et tout ça en mode vraiment... Là, c'est des trucs un peu sport aussi. Ils ont mis un short de basket et un pantalon. Là, ils sont grave dans le mélange en fait. Bon, là, c'est 1049, c'est à peu près 100 balles la veste. Là, c'est un peu cher quand même.
magasin est un peu cher, mais il est pas mal. Ah, il est pas mal celui-là aussi. 20 et quelques balles. Putain, ça aussi, hein, vraiment, il est pas mal. Hein. Il y a vraiment des bonnes sapes. Mais en gros, c'est un peu un condensé de plein de petites marques indépendantes, du coup, cette boutique. « 15 balles. Vous entendez ça? Ça, c'est du rap cantonais. C'est attention, cantonais. Mais en tout cas, ouais, pas mal cette boutique. Pas mal aussi, non, franchement. Je suis étonné. Oh là, il y a un truc spécialiste dans le chapeau. En vrai, je suis chaud d'y aller. Même, faut bien des couvre-chefs en vrai. Là, la déco, elle est stylée de ouf. Et couvre-chef Carhartt, North Face. Une casquette Lidl. Mais est-ce qu'ils connaissent Lidl même en Chine? J'ai jamais vu Lidl de ma vie en Chine. Hein. 你知道这个品牌？这个。啊，你知道？Lidl。因为我是法国人，在法国是一个超市。是法国的城市是吧？超市的。后面有一个购物车的。对。笑死。Ok. Casquette Five Guys du coup. What the fuck. Putain, regardez, j'ai trouvé quoi? La casquette de Harley. Putain, regardez, elle est trop stylée, purée. Elle fait son petit shooting là. Là, il y a encore une petite boutique de chapeaux. Bon, on va pas tous les faire en vrai, mais... Une petite boutique tout kawaiiné. Un peu la flemme de rentrer, je vais pas vous cacher, mais tous ceux qui aiment bien ce genre de délire, hein, regardez, là, il y a G-Idol et ils ont déjà porté des trucs de cette boutique. Regardez, Madhouse, là, ça a l'air pas mal stylé. Là, il y a un petit endroit instagrammable. Hein. C'est quoi ça? C'est tout jaune, tout citronné. Je crois que c'est en mode, ils vendent des... Ouais, c'est un petit bar en fait. Ah mais oui, bah, j'ai acheté ça tout à l'heure en fait. Je l'ai la boisson. Mais oui, c'est ça. Je savais même pas. En tout cas, regardez, admirez hein, l'architecture un peu là aussi. Là, ça fait un peu plus chinois, mais... Je sais pas, il y a une touche assez particulière, genre petit bâtiment rouge comme ça, même là. Ah ouais, mais regardez le bâtiment. Ouais, j'ai vraiment l'impression d'être en Espagne un peu. Par contre, à mon avis, ça doit être une marque bien chère. Ah, les vendeurs, ils sont grave stylés. Hein. Non, franchement, les sacs, en tout cas, là, regardez, hein, ils sont incroyables. Wow. Je suis étonné quand même que tu peux trouver des pièces streetwear vraiment stylées comme ça, à moindre coût. Regardez, ça fait pas mal le tweet. Hein. Après, hein, ça, c'est pour tous mes mecs de la mode. Hein. Il y en a, ils vont pas comprendre, ils vont dire « Ah, c'est quoi ça ?» Comme les gens qui critiquent Jules Koundé, alors que pour moi, je valide hein, le flow de Jules Koundé, il est chaud. Hein. Ouais, ils ont fait des petites tenues, hein. Franchement pas mal. Hein. Putain, c'est tout kawaiiné, tout stylé. Bon, pareil, hein, j'ai un peu la flemme de rentrer, hein, mais voilà. Pour les gens qui aiment ce délire-là, il y a des gens, il y a des trucs de ce délire-là du coup. Voilà, il y a aussi des petits bars. Petits bars sympas pour se poser. Du coup, dans ce quartier, c'est là où on dirait que les gens stylés se regroupent. Il y a vraiment plein de gens qui ont du flow. Mais regardez, il n'y a vraiment que ça depuis tout à l'heure, des boutiques. Là aussi, bon, c'est un peu le même délire, un peu genre streetwear sport. Regardez hein, la meuf là, du flow hein, avec la casquette aussi. Hein. Là on est à Person Soul. En vrai je voulais aller là aussi parce que je crois que c'est une marque qui est affiliée à Jet the Fan. Elle là, peut-être vous l'avez déjà vue hein, sur les réseaux. Elle est bad stylée. Hein. Du coup à mon avis je pense qu'il doit y avoir des sapes de zinzin. Regardez hein, le jean, hein, franchement il est super beau. Hein. Ouais, non, je comprends qu'il y en a ils aiment pas, hein, mais ça c'est grave fashion. Hein. Moi perso j'aime bien. Là c'est 100 balles le jean à peu près, mais par contre il est super. Je kiffe la coupe. Donc ouais c'est vraiment le type de pantalon qu'elle met dans ses publications Insta en vrai, hein, Jet the Fan. Donc ouais à peu près hein, les prix c'est à peu près 100 € quand même les pantalons. Là c'est très cher. Hein, mais ils ont marketé de ouf et ça se voit il y a du taf quand même. Regardez hein, les sacs franchement ils sont stylés. Ouais, 50 balles, 40 balles, 50 balles. Alors, il y a quand même des choses assez abordables en vrai de vrai. Voilà, le deuxième étage, du coup, c'est un peu plus simple, ils nous ont dit. En mode un peu interne, mais ouais, c'est pas mal. Là, en mode AC Milan aussi. Putain, ça coûte Pop Smoke en tout cas en Chine. Hein. Même en Chine, hein, bien sûr, Pop Smoke. Smile. Mais ouais, en plus, c'est pas cher. Hein. Vraiment, elle est stylée cette veste, c'était pas cher. Genre 60 balles. Un petit espace pour les photos et tout ça, c'est sympa en vrai. Hein. Mais en vrai, hey, j'ai eu le seum hein, de venir comme ça. En vrai, là, je me suis habillé en mode balèque un peu. Si j'avais su, hein, je serais venu bien stylé. Hein.
les aurait bien impressionnés. Comme ça, j'aurais représenté la France et j'aurais montré à quel point les Français aussi, on reste les boss. C'est un petit coin sympa quand même hein, pour se poser. Bon voilà, personne saoul du coup. C'était super sympa. Là, il y a des petits cafés en mode ambiance, c'est pas mal. Regardez, un vintage café. Enfin, l'intérieur, c'est un peu en mode européen et tout ça, c'est pas mal. Et voilà, dans ce quartier, on a des petites boutiques d'art aussi. Ah, on dirait des gros trucs de sorcellerie là. 180 yens, c'est à peu près 80 € là, le petit truc comme ça. Même hein, le petit bol là, 680 yens. Je pense que ça doit être un vrai truc alors de collection ou un truc comme ça parce que... Ce qui frappe à Dongshanko aujourd'hui, c'est la densité des boutiques fashion qu'on vient de voir, mais c'est pas un hasard. Historiquement, ce quartier a toujours été un aimant pour les élites cultivées, intellectuels, artistes, étudiants en revenus de l'étranger, et même au pic de son âge d'or dans les années 1920, Dongshanko était toujours un laboratoire d'idées modernes. Aujourd'hui, cette même énergie attire une nouvelle élite créative, les jeunes designers chinois, ceux qui cherchent à casser les codes sans forcément passer par des grands centres commerciaux ou les grosses enseignes. Pourquoi ici? Déjà parce que les loyers sont plus accessibles que dans les centres commerciaux de luxe traditionnels. Ensuite parce que les vieilles villas réhabilitées offrent un décor unique. Briques rouges, volets en bois, escaliers à l'ancienne, parfait pour une marque qui veut une identité forte et des photos qui claquent sur Xiaohongshu, Instagram chinois. Dongshanko, c'est devenu un terrain d'expérimentation. Beaucoup de jeunes créateurs y testent leurs pièces en petites séries avant de les lancer plus largement en ligne sur Taobao, le plus grand marché en ligne chinois. Certains sortent une collection capsule juste pour ce quartier. Et comme on est à Guangzhou, l'une des capitales mondiales du textile, ces créateurs ont accès direct aux ateliers, aux tissus, aux usines. Du croquis à la production, tout peut se faire en quelques kilomètres. Résultat, des pièces originales de qualité et souvent bien moins chères qu'à Paris ou à Tokyo par exemple. Mais ce qui rend le fashion ici vraiment intéressant, c'est son hybridité. Les marques locales mélangent des codes du luxe, de la culture chinoise, de l'art urbain et parfois même des références rétro ou nerd comme la casquette de Harley par exemple qu'on a vu. Il y a une vibe ici, une scène. Les designers viennent pas seulement vendre, ils viennent s'implanter, échanger, se faire remarquer. Ça joue beaucoup sur Xiaohongshu, le Instagram chinois. Les vitrines sont pensées pour être instagrammables. On ne vend plus seulement un vêtement, on vend une ambiance. Le fashion ici, c'est pas juste une mode copiée de l'étranger, c'est un écosystème, un espace d'expression, et Dongshanko en est devenu un des nœuds vitaux. Et ce qui est fascinant, c'est que tout ça, ça ne se fait pas dans une logique de gentrification dure. Beaucoup de ces boutiques cohabitent avec les habitants, les marchés de fruits, les marchés locaux. C'est ce qui donne une vraie texture au quartier. Et c'est ce côté un peu plus local que maintenant j'aimerais vous montrer. Let's go! Oh, il y a un petit endroit sympa comme ça aussi. Voilà, toujours des petits bars. Bon là, on est en plein après-midi, du coup, je pense que c'est relativement vide. Enfin, quoique, en vrai, nous à Paris, hein, après-midi ou pas après-midi, on est tout le temps dans les bars. Hein. Sécher ses vêtements en plein trottoir dans la rue comme ça, normal. Putain, la Chine, hein. Regardez, je pense que c'est quelqu'un qui habite là. Putain, c'est quoi cette boutique? Ça, c'est Karl Lagerfeld en mode Chanel. Comme quoi, le marketing, c'est très puissant. Parce que là, je suis rentré direct. Juste parce que c'est bizarre, tu vois. Et au final, je me mets à regarder la boutique. Des petits bootlegs, on dirait. Une fois, souvent imité, jamais égalé. Crème brûlée. Pour 10 yuan, hein, 1 € et quelques. Ah mais wesh. Ah non, c'est du faux. J'ai cru qu'on pouvait goûter comme ça, j'allais dire wesh. Ces statues, en vrai, je pensais que c'était des gens importants ou des trucs de fou. En fait, c'est juste là des enfants de riches. C'est littéralement marqué dessus, hein. C'est des petits bourgeois en mode, comme je vous ai dit ici, c'est des bourgeois qui vivaient ici au 19e et 20e siècle. Et c'est marqué qu'en mode ils ont l'esprit ouvert, influencé par la culture occidentale et tout ça. Et voilà, ça s'arrête là. Hein. Et voilà, regardez, c'est ça que je vous disais. Hein. Regardez l'architecture ici. Genre là, c'est plus du tout chinois. Hein. Oh, regardez là-bas, il y a encore une meuf stylée qui prend des petits shoots là. Putain, elle est incroyable, en plus elle est ultra pro, regardez, hein. Bam, 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 pause. En tout cas, voilà, là on est un peu plus aussi dans un quartier, là c'est vraiment chinois en mode, regardez, ça vend des fruits, des petits marchés comme ça. Bon, ici ça vend des cacahuètes, des fruits. Couche Dijon, ma. Couche. 烧鹅好吃， Chat. 这是广州的招牌菜。 Oh. Voilà, en vrai, je tenais quand même à vous montrer un peu cette partie de Dongshanko. Ça serait nul en vrai si je vous aurais montré que les trucs famous, un peu touristiques. Waouh, là c'est vraiment les riches qui habitaient là. Bah, les bourgeois, comme je vous ai dit dans l'histoire, ils avaient mis des villas ici, tout ça. Bah voilà, on est arrivé là. Un jour, hein, peut-être hein, croyez en vos rêves. Hein. Oh, il y a une école, regardez les petits étudiants. Ils sont tout mignons. Avec leur petit uniforme, hein, vous voyez. Bon, évidemment, c'est interdit d'y entrer, mais regardez, hein,
L'école, il y a des stades et tout ça, ça a l'air énorme. Là, juste en face, il y a le lycée du coup de Donchanko. Ils ont des énormes terrains de basket. Techniquement, c'est beau, hein. Mais en vrai, j'avoue, je fais un peu le bandeur parce que moi aussi, j'avais des terrains de basket dans mon lycée de ça, mais c'était pas aussi stylé. Ça a l'air d'être bien entretenu alors que moi, vas-y, hein, c'était la ghetto un peu. Bon, l'école, elle a été fondée en 1888. C'est à 300 mètres. On va aller à l'église de Donchanko, c'est intéressant, je pense. L'église de Donchanko, voilà, forcément. On ne peut pas avoir une influence occidentale sans des églises. Cette église est l'un des plus anciens témoins de la présence protestante américaine à Guangzhou. Elle est construite au début des années 1910 par des missionnaires baptistes à une époque où la Chine vit une période de bouleversement majeur. La fin de l'Empire, l'arrivée de la République et l'ouverture progressive à des influences venues d'Occident. Pour les missionnaires, l'objectif n'était pas seulement religieux. À cette époque, les églises protestantes introduisent en Chine des idées nouvelles, une éducation plus moderne, une organisation communautaire différente et des pratiques sociales inspirées de leur modèle américain. C'est pour ça que cette église n'a jamais été pensée comme un bâtiment isolé. Dès le départ, elle est conçue comme un lieu de rassemblement, un espace d'études, un centre d'activité et un point de contact entre les missionnaires étrangers et les familles chinoises intéressées par les idées modernes. L'architecture raconte aussi quelque chose, le choix du néo-gothique, le béton armé très en avance pour la Chine de l'époque. Et la structure intérieure est pensée pour accueillir de grands rassemblements. Tout ça reflète l'ambition de créer un espace à la fois spirituel, social et éducatif. Après 1949, quand la République populaire de Chine est fondée, toutes les organisations religieuses sont réorganisées. Les biens religieux deviennent la propriété de l'État et beaucoup d'églises changent complètement de fonction. Celle-ci ne fait pas exception. Elle cesse d'être exclusivement un lieu de culte et devient un espace communautaire où l'on organise des activités sociales, des cours, des services publics. Pendant certaines périodes politiques sensibles, les célébrations religieuses sont suspendues, mais le bâtiment reste utilisé et surtout il n'est jamais démoli. C'est un point important, alors que de nombreux édifices religieux disparaissent ailleurs, cette église survit, intacte grâce à son intégration dans des activités sociales locales. En 1979, après les grandes réformes, le culte protestant est officiellement autorisé à reprendre et l'église retrouve sa fonction originelle. Elle est ensuite classée site historique protégé, non seulement pour son architecture, mais aussi pour ce qu'elle représente, l'arrivée des missions étrangères, les premières tentatives de modernisation sociale et la manière dont ces influences se sont adaptées aux transformations politiques de la Chine du XXe siècle. Aujourd'hui encore, on retrouve cette double identité, un lieu de culte mais aussi un espace communautaire vivant avec des salles multifonctions, des bibliothèques, des activités et un fonctionnement qui reflète les valeurs locales. Cette église n'est pas juste un vestige, c'est un résumé d'un siècle d'histoire chinoise, des influences étrangères du début des années 1900 aux grandes transformations politiques de l'après 1949, jusqu'au retour progressif de la vie religieuse dans la Chine contemporaine. Bon, j'ai demandé au monsieur, on peut pas rentrer. Il a dit qu'on peut rentrer que les dimanches. Par contre, ça a l'air quand même d'être une place assez grande. Genre, il n'y a pas que ça. Donc on va aller voir un peu plus loin. Regardez, il y a un espèce de community space déjà. Cette église, elle aidait en fait à réunir les gens. Les gens de cette église et tout ça, ils aidaient les plus démunis, tout ça. Franchement, c'est cool. Là, regardez, il y a un deuxième bâtiment du coup. On va aller voir. Là, on peut rentrer à l'intérieur, c'est ouvert. Ok, c'est plutôt stylé, mais comme un peu à l'église de Xi'an. Peut-être c'est pour prendre des cours sur la religion ou quoi, parce qu'il y a beaucoup de tables. Voilà, je ne m'y connais pas du tout, hein, donc dites-moi dans les commentaires. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette pièce? Il y a un piano et quelques chaises. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Bon, là il y a des trucs sur le Parti communiste. Je pense pas que ça a du rapport avec la religion chrétienne, mais bon, la biographie de Xi Jinping aussi. Il y a des petites tortues et un petit jardin sympa. Là, c'est marqué du coup Yesu Aini, ça veut dire Jésus t'aime. Regardez, hein, là, il y a la couronne de Jésus ici. Bon, pas la vraie, hein. Je pense que oui, c'est une reconstitution, mais en tout cas, très bien fait, très joli. Bon, là, il y a un texte assez particulier. Je comprends pas tout. En gros, ça parle de siniser le christianisme. En Chine, toutes les religions reconnues suivent un principe officiel appelé sinisation. Le mot peut surprendre, mais il désigne un cadre très précis. L'idée que les activités religieuses doivent s'adapter au contexte culturel chinois, au fonctionnement de la société et aux lois du pays. Historiquement, ce n'est pas nouveau. Depuis les dynasties impériales, les religions venues de l'étranger, qu'il s'agisse du bouddhisme, du christianisme ou de l'islam, ont toujours été encouragées à s'intégrer aux traditions locales. En Chine, une religion est perçue comme faisant partie de la culture si elle se fond dans le tissu social, dans les valeurs communautaires et dans l'harmonie du pays. Aujourd'hui, ce principe a été formalisé par l'État
moderne. La Chine reconnaît officiellement 5 religions, le bouddhisme, le taoïsme, l'islam, le catholicisme et le protestantisme. Elles peuvent pratiquer librement, mais dans un cadre où elles doivent respecter les lois nationales, s'inscrire dans la culture chinoise et éviter toute influence étrangère jugée excessive. Concrètement, la sinisation signifie que les institutions religieuses mettent en avant des éléments de la culture chinoise dans l'architecture, dans la musique, dans l'enseignement, dans l'organisation interne, et qu'elles s'assurent que leur activité reste compatible avec la société chinoise contemporaine. On retrouve ce phénomène de sinisation par exemple avec les mosquées. C'est un exemple qui me tient à cœur pour d'ailleurs mettre en PLS les gros racistes en France qui inventent clairement des vies à d'autres pays. Il y a pas mal de tweets de désinformation de la fachosphère ayant pour but d'alimenter les discours islamophobes. Ces tweets montrent que l'islam est soi-disant vu comme une maladie mentale et que les mosquées sont par conséquent détruites. Ces vidéos de mosquées détruites sont en vérité sorties de leur contexte. Ces mosquées sont détruites pour ensuite les reconstruire pour ainsi en faire des mosquées avec une architecture chinoise dans le cadre de cette politique de sinisation. Voici la mosquée de Shadian avant et après. Ici, l'islam par exemple n'a jamais été effacé ou mal vu. La mosquée continue de vivre comme avant mais avec une forme chinoise. Bref, pour certaines églises protestantes comme celle-ci, la sinisation se traduit par des panneaux qui rappellent l'importance des valeurs culturelles chinoises, de l'éthique sociale, de l'éducation et du service communautaire. Le but affiché est que les pratiques religieuses s'harmonisent avec le contexte local sans conflit et en cohérence avec la stabilité du pays. On peut voir la sinisation comme une continuité historique. Depuis des siècles, la Chine a toujours cherché à intégrer les influences venues de l'étranger dans son propre cadre culturel, en privilégiant l'harmonie sociale plutôt que la séparation entre religion et société. Pour comprendre la religion en Chine moderne, il faut donc comprendre ce principe. Ici, la foi n'est pas seulement individuelle, elle doit aussi s'inscrire dans la culture et la communauté qui l'entoure. Bon, je sais pas c'est quoi cet endroit aussi, on dirait un espace pour se couper les cheveux. Je propose qu'on continue en vrai notre visite de ce quartier. Là j'ai un endroit de fou à vous montrer. Let's go. Cet endroit, c'est typiquement le genre de concept qui n'existe qu'en Chine. Bienvenue à W Mao Mao Tse. À première vue, tu penses rentrer dans un simple café, mais en réalité, c'est une fusion improbable entre salon de thé, une salle de jeux vidéo, un musée miniature et un refuge rempli de chats. Et le plus fou, c'est le prix. Pour 6 €, tu as un dessert, une boisson, de la nourriture pour chats et surtout, tu peux rester ici en illimité, jouer à la PS5, Nintendo Switch, tout ça entouré de chats. Bref, l'endroit parfait pour passer une après-midi chill. La plupart des chats qui vivent ici viennent d'une animalerie partenaire. Ce sont des chats abandonnés ou des invendus dont personne ne voulait. Le café les accueille, les sociabilise et en échange, on pourrait presque dire qu'ils travaillent ici. Ils attirent les clients, ils jouent avec toi et quelque part, ils payent leur nourriture grâce au concept du lieu. Ce genre de lieu, c'est aussi ça la Chine moderne. Des concepts qui mélangent confort, créativité, technologie et ambiance cosy pour créer des espaces de vie qui n'existent nulle part ailleurs. Attends, je vais ranger ça parce que... En tout cas, j'ai même pas présenté où on est. Là, on est dans une petite place parce que la Switch est en haut. Et là, c'est un endroit où tu peux regarder des films un peu sur les chats. Enfin... En tout cas, ouais, c'est super rentable. 5 balles et quelques, enfin 6 balles, allez. 6 balles, un dessert, une boisson. Illimité, tu peux rester. Franchement, c'est vraiment cool comme endroit. Yeah. Allez, saute. You. Bon, je vais goûter mes trucs. Là, en tout cas, il y a un espace super relaxant, un peu en mode terrasse, avec des plantes et tout ça. C'est vraiment stylé. Et ils veulent tout bouffer, du coup, on va goûter. C'est quoi? J'ai pris un sirop fruit de la passion. Et je vais vous dire le tiramisu maintenant. Ah, le sphinx là, ça se voit, il veut. Non. Oui, doucement. Non. Super bon. Incroyable. Ah, ils ont du God of War, ils ont du Black Myth Wukong, du coup. Spider-Man, PS, ils ont NBA 2K. Ils ont des jeux, ils ont des petits jeux, franchement, c'est sympa. Wesh. Regardez, il est en train de bouffer ce qu'il y a dans la poubelle, le malade. Bon, ouais, faut pas que les chats mangent les trucs, les tiramisu, les gâteaux et tout ça. C'est ouf, regarde, il trouve la solution. Regardez, il met sa tête dedans. Et hop, on va voir, ils ont quoi sur Switch. Là, ils ont vraiment énormément de jeux. Ils ont Kirby, ils ont Overcooked, Mario Party, Mario Kart. Ils ont tous les classiques en fait, Mario. Ils ont les Just Dance. Ils ont Smash. En vrai, je vais jouer un peu à Smash, ça me manque, ça fait longtemps. Lui, il s'appelle Da Xiaoyan, ça veut dire grand petits yeux, puisque regardez, il a un petit œil et un autre grand œil. Genre, il a des yeux asymétriques. Il s'appelle Steven, je ne sais pas pourquoi il m'appelle Steven. Mais regardez, un chat sans poil, un chat sphinx. Dans le truc compris, du coup, on a aussi de la bouffe pour chat. Juste là, j'ai ça dans les mains, ils viennent tous. Attendez, on va appeler tous les autres, comme ça on a un regroupement de chats. Voilà, il y en a pour tout le monde, allez, on nourrit les chats. Chacun son tour, toi, viens. Attends. Bon là, il y a des sortes de cookies pour chats maintenant.
On va leur donner un peu. Lui, il est vraiment magnifique. Hein. Wesh, en train de se battre. C'est des ouf, eux, ils se battent pour un cookie. Genre à chaque fois le personnel il vérifie s'ils ont pas des problèmes ou quoi genre. Bon moi je pense que je vais y aller, en vrai là ça fait déjà plusieurs heures, hein. Je profite avec les chats, les consoles et tout ça. Incroyable, venez ici, franchement pour 5 balles et quelques, hein, c'est une dinguerie. Hein. Mais ouais franchement je recommande l'endroit. Et Dongshanko, hein, vraiment stylé. J'aurais bien aimé faire des galeries d'art parce que c'est assez compliqué de faire ça en moins d'une après-midi. Mais voilà, venez dans ce quartier, vraiment incroyable ce quartier. Dongshanko, c'est un quartier impossible à résumer. Ici, chaque rue raconte un morceau différent de l'histoire de la Chine moderne. Les villas venues d'ailleurs, les églises qui ont traversé un siècle de transformation, les ruelles locales encore habitées, et maintenant une scène créative qui réinvente la mode et les lieux de vie. C'est un endroit où l'ancien et le nouveau s'opposent pas, ils cohabitent. Et surtout, je n'ai pas pu tout filmer, c'est ça l'essence de Dongshanko. Un quartier énorme qui déborde et qui ne rentre pas dans une seule vidéo de 20 minutes à peine. Si vous venez un jour à Guangzhou, sortez des gratte-ciel, oubliez les centres commerciaux et les trucs vus et revus, et venez vous perdre dans les rues de Dongshanko. C'est sans doute l'un des endroits qui montre le mieux comment la Chine mélange ses héritages, ses contradictions et son incroyable énergie. Bref, c'était Kazma, c'était pour la culture, à dans 2 semaines.